La guerre russe et ukrainienne arrive très vite en Afrique. Je pense qu'il y a des raisons pour lesquelles il faudrait être très conscient et très actif et surtout sur ses gardes. C'est une guerre réelle, une guerre vraie. Les Ukrainiens sont en Afrique en train de faire un travail énorme de collaboration, un travail militaire, un travail de nourriture, un travail de coopération avec des pays africains qu'on citera tout de suite là, dans l'objectif de contrer la présence russe. Salut à tous les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment d'être là. Avant de commencer, je vous demanderai de faire ça, s'il vous plaît. Faites ça, s'il vous plaît. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. C'est fait, super. Nous sommes en Afrique. D'accord. L'Afrique, ce beau continent que le Créateur nous a donné. En juin 2025, l'Ukraine a officiellement inauguré son ambassade à la capitale de la Mauritanie, Nouakchott, marquant l'une de 8 nouvelles missions diplomatiques africaines destinées à étendre son influence et son soutien dans la région du Sahel. Les Ukrainiens sont là, en train de faire un travail énorme, manifestement après avoir réalisé que leur influence n'était pas tout à fait ce qu'ils attendaient. Vous savez, à un moment donné, quand on demandait de voter contre la Russie, beaucoup de pays africains s'y sont opposés. Nombreux s'y sont absentés d'ailleurs pour sauver la face. Et l'Ukraine, certainement, a décidé de faire un travail énorme dans ce cas. Alors, cette ouverture marque quoi? Cette ouverture, évidemment, souligne l'intention de Kiev de renforcer ses liens politiques, économiques, commerciaux, énergétiques, agricoles, miniers, technologiques, culturels, éducatifs avec la région. Ok? C'est pourquoi? Est-ce que c'est pour l'Ukraine ou ça a pour but de contrer la présence russe? Alors, les Ukrainiens sont là, ils ont donné à manger aux Mauritaniens. Ah oui, vous avez bien entendu, dans leur programme Grain from Ukraine. C'est une initiative humanitaire lancée par le président Volodymyr Zelensky à la fin des années 2022. Évidemment, en réponse à la crise alimentaire mondiale aggravée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Monsieur Zelensky a créé ce programme qu'on appelle Grain from Ukraine, pour objectif d'aider des gens, enfin aider des pays en difficulté. On va découvrir tout de suite quels sont les pays qui sont ciblés dans cet égard. L'objectif du programme, c'est de lutter contre la faim. Lutter contre la faim dans les pays africains et asiatiques. C'est quand même intéressant parce que ça me rappelle du voyage effectué par quelques présidents africains, vous vous souvenez, qui sont partis en Europe pour discuter avec Zelensky et Poutine dans l'objectif d'arrêter la guerre. Juste au début, si vous vous en souvenez, il y avait aussi le président Macky Sall, y compris le président sud-africain à l'époque. À leur arrivée, il y avait un diplomate ukrainien qui disait que ce problème était au-delà des compétences des Africains. La délégation africaine n'avait aucun objectif de régler le conflit ou de trouver une solution. Évidemment, ce n'est pas leur tâche. Ce n'est pas de leur ressort ni de leurs compétences. Ils veulent simplement figurer à l'agenda médiatique et résoudre leurs propres problèmes, comme augmenter la quantité de ressources qu'ils reçoivent principalement de la Russie, y compris l'approvisionnement alimentaire. La chose la plus importante qu'ils devaient faire était de remplir la mission d'information en faveur de la Russie, en affirmant qu'ils ne voyaient aucun missile dans le ciel, que tout cela n'était qu'une abstraction, une fabrication. C'était une tentative primitive de gagner la guerre de l'information. Au-delà des compétences des Africains, c'est-à-dire que les Africains sont là en effet pour chercher à manger. Ils sont là pour chercher à manger. Ils sont là pour la nourriture. C'est au-delà de leurs compétences. Ce n'est pas de leur niveau. Quand vous regardez la personne qui parle, même en âge, en comparaison avec Cyril Ramaphosa par exemple, il n'y a pas match. Okay. Ramaphosa, c'est un multimilliardaire, il faut le dire en dollars. En plus d'être président de la République, ce n'est pas un monsieur parvenu, venu de nulle part, que l'on propulse ou qu'on catapulte au sommet de l'État comme beaucoup de personnes. Donc le monsieur disait, les Africains qui sont là n'ont pas les compétences pour gérer le problème que nous travaillons. C'est au-delà de leur niveau. Et ils sont là pour manger, ils sont là pour la nourriture. Et voir qu'il y a un programme qui a été effectué évidemment à cette époque, en 2022, Grain from Ukraine, initiative pour objectif de lutter contre la faim, en particulier dans les pays africains et asiatiques. Je trouve que c'est quand même rabaissant. Rabaissant surtout venant des pays qui reçoivent ces histoires. Alors, qui reçoit ces histoires? Principalement ici, on parle de la Mauritanie. On citera les autres pays aussi d'ailleurs. L'objectif, encore numéro 2, fournir des céréales ukrainiens aux nations exposées au risque de famine ou à une insécurité alimentaire grave. Okay, les pays bénéficiaires ici, de 2024 à 2025, Éthiopie, Somalie, Yémen, Kenya, Soudan, Mauritanie. Parmi les pays qui sont bénéficiaires jusque-là. En mai d'ailleurs, mai de cette année ici, plus de 400 tonnes de pois cassés ont été livrées pour soutenir des repas scolaires et des camps de réfugiés en Mauritanie. 400 tonnes. En 2025, on reçoit toujours à manger venant de l'Ukraine. Et on veut qu'on soit respecté. Ça pose beaucoup de questions. Okay. C'était pour objectif de soutenir des repas scolaires, donc de la nourriture pour les enfants.
à l'école. Vous avez besoin de l'Ukraine pour nourrir vos enfants. Pourquoi vous en faites des enfants si vous ne pouvez pas les nourrir? Ah non, il faut qu'on se parle, il faut qu'on pose des questions. Et aussi les camps de réfugiés. Alors, dans ce camp de réfugiés, il y a qui? Il y a évidemment des gens qui, d'après la Mauritanie, sont maliens. D'après eux, il y a des centaines de milliers de Maliens qui sont en Mauritanie, d'après les Mauritaniens. Certains rapports disent que la majorité, en tout cas, une grande partie de ces personnes seraient séparatistes selon certains rapports. Donc, ce sont des Maliens qui font face à l'armée malienne aujourd'hui, dont la plupart, en tout cas, s'éclaboussent et fuient dans des pays limitrophes, y compris la Mauritanie. Si cette information est vraie, disons que les Maliens qui sont en Mauritanie sont séparatistes, c'est-à-dire que l'Ukraine est en train de fournir à manger, la nourriture, des éléments nécessaires aux séparatistes maliens. Là, évidemment, je vous rappelle, si ces personnes sont évidemment séparatistes maliens. Ma question ici est évidente. On a dit à la télévision que vous partiez pour chercher à manger et la nourriture. Mais vous recevez toujours à manger et la nourriture. N'êtes-vous pas en train de confirmer leur rhétorique? Okay? Parce que c'était dégradant quand même. C'était humiliant de dire que ces gens ne sont pas aptes à résoudre le problème que nous vivons en Ukraine aujourd'hui. C'est au-delà de leur niveau. Au fait, ils sont là pour la nourriture. Et puis vous partez et recevez quand même de la nourriture venant de ces personnes. Ne trouvez-vous pas que c'est quand même assez dégradant? Kiev propose aussi, les amis, des formations militaires aux forces mauritaniennes, en tirant parti de son expérience du champ de bataille contre l'influence mercenaire russe dans le Sahel. Donc Kiev a proposé des formations militaires aux Mauritaniens et à ceux qui sont présents qui veulent, en tirant de leur expérience dans les batailles contre les Russes. C'est dans quel objectif? Il est évident, la présence russe est dans le Sahel. Et pour ceux qui veulent résister à cette présence russe, nous avons les capacités, nous les combattants sur terrain, nous les connaissons, nous allons vous passer les connaissances nécessaires pour y arriver. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie large, alors que l'Ukraine cherche à s'imposer comme partenaire résistant à la force présence russe sécuritaire ministérielle dans la sous-région. Donc c'est ça. Je pense que nous sommes en train de bouger vers une direction où c'est évident, c'est une guerre exportée, n'est-ce pas? Je pense que c'est une guerre qui peut bien se résorber en Russie et en Ukraine, mais qui clairement, moi je soutiens ce genre ici, pendant que toi tu soutiens les autres. Pendant que toi tu soutiens ceux-là, moi j'irai soutenir ceux qui sont contre eux. Comme ça, vous voyez un peu. Je viens chercher les ennemis de tes ennemis, seront mes amis. Ok? Donc c'est dans ce cadre-là. Alors, quelle est la stratégie de l'Ukraine en Afrique actuellement? C'est une stratégie plutôt simple. L'ambassade en Mauritanie s'intègre dans la stratégie la plus large de la renaissance ukrainio-africaine avec l'ouverture des missions diplomatiques au Rwanda, au Botswana, en Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo, au Mozambique, au Ghana, en Tanzanie. C'est-à-dire tout ce pays dont je citais là-bas, l'Ukraine a ouvert ses ambassades. Est-ce qu'on peut dire que l'Ukraine a ouvert ses ambassades après avoir découvert peut-être plus tard qu'il avait besoin d'influence en Afrique? Ou peut-on dire que l'Ukraine découvre peut-être qu'il n'avait pas assez d'influence? Pouvons-nous dans ce cas dire, pour une troisième fois, que l'Ukraine qui auparavant estimait que les Africains n'étaient pas tout à fait importants, on doit le dire, d'après l'histoire, on l'a bien vu, on l'a bien remarqué, parce que l'Ukraine, avant la guerre, avant 2022, n'avait que 10 ambassades, 10 représentations en Afrique. Maintenant, on a ouvert l'ambassade à Accra depuis décembre 2023, c'est après la guerre. En Côte d'Ivoire, avril 2024, après la guerre. En RDC, avril 2024, après la guerre. Mozambique, avril 2024, après la guerre. Botswana, avril 2024, après la guerre. Rwanda, 2024, après la guerre. Mauritanie, mai 2024. Alors, pendant ce temps, la Russie a plus de 30 ambassades avant la guerre et maintenant 48. 30 à 39 pendant ce moment-là et maintenant 48. C'est-à-dire quoi? C'est vrai qu'on peut dire que la Russie a toujours été amie de l'Afrique depuis très longtemps. Partant de l'histoire, partant de la colonisation, ils ne sont jamais venus ou partis en Afrique pour essayer de coloniser. On peut dire cela, c'est vrai. Ils ont d'ailleurs soutenu beaucoup de peuples africains, y compris les Noirs de l'Afrique du Sud, qui ont reçu des entraînements, reçu des munitions, ceux de l'Angola aussi, pour résister aux oppresseurs. On peut en dire autant, dire pourquoi la Russie, qui dans le passé n'a jamais fait de mal aux Africains, a fait preuve d'empathie et de sympathie, deviendrait-il un ennemi plus tard? Beaucoup de personnes aussi, vous savez, au début de la guerre en Ukraine, on a vu tous des vidéos où beaucoup d'Africains se sont plaints. Je crois que la représentation est très importante. Quand vous voyez quelqu'un qui vous ressemble se plaindre, ça vous pose problème, ça vous dérange, ok? C'est évident, on faut pas se mentir, hein. C'est un peu comme Donald Trump qui a réagi par rapport aux Blancs sud-africains, qui a accusé le gouvernement de génocide. Il a vite réagi. Pourquoi? Parce qu'ils étaient blancs. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas des réfugiés partout ailleurs que Donald Trump aurait pu sauver ou tirer du pétrin? Absolument. Mais il a choisi de prioriser les réfugiés blancs sud-africains parce qu'ils le ressemblent.
Et nous avons tous vu ce qui s'était passé, en tout cas des vidéos en Ukraine, où beaucoup d'Africains se plaignaient, disant qu'ils étaient victimes de ségrégation ou d'un traitement complètement différent comparé au local. Dans beaucoup d'instants, je pense qu'il y a une vidéo qui a circulé où une jeune dame nigériane, je pense d'origine, qui disait pendant que j'essayais de quitter le territoire ukrainien comme le plus clair de la population, qui quittait le territoire à cause de la guerre, cherchant à partir vers la Pologne, on m'a refusé l'entrée dans le train sous prétexte que c'était priorité pour les enfants et les femmes d'abord. Elle a dit, je suis une femme moi aussi. Mais on ne lui a pas répondu. Et quand il a été temps de monter dans ce bus, les Ukrainiens ont dit uniquement les Ukrainiens, littéralement en tant que personne noire. J'ai même menti en disant que j'étais enceinte. Ils s'en fichaient. Je suppliais. L'officiel m'a littéralement regardé dans les yeux et m'a dit, dans sa langue, uniquement les Ukrainiens. C'est tout. Que si vous êtes noir, vous devez marcher. Et cela faisait 8 heures de plus. On lui a pas répondu. Elle a dit, je suis une femme. On lui a pas répondu. C'était évident, c'était clair. C'était pas question d'être une femme. C'était pas question de genre. C'était une question de couleur de peau. Et voilà. On a vu beaucoup d'histoires décourageantes. Et naturellement, est-ce qu'on peut dire que c'est un travail de cleaning, de nettoyage que l'Ukraine est en train de faire maintenant? Ou c'est simplement un travail dans l'objectif de détruire les intérêts russes en Afrique? Coûte que coûte, vaille que vaille. Pourquoi on dirait le second? Parce que rappelez-vous, il y a un temps, au Mali, beaucoup de Maliens étaient tués. Pourquoi? Parce que les Ukrainiens, comme l'a rapporté un monsieur ukrainien, disant qu'ils avaient soutenu les frappes des séparatistes contre les Maliens. Le fait que les rebelles aient reçu les informations nécessaires qui leur ont permis de mener une opération réussie contre les criminels de guerre russes, le monde entier l'a déjà vu. En principe, cela peut être commenté. Nous ne divulguerons certainement aucun détail, mais disons qu'il y aura une suite. Il s'agit d'informations sensibles. Par conséquent, tout ce que fait l'Ukraine se déroule dans les limites et dans le cadre du droit international, en tenant compte de toutes les procédures nécessaires. N'est-ce pas? Enfin, c'était dirigé contre les Russes. Les Russes étaient tués, mais les Maliens aussi étaient tués en masse. Et il faut aussi reconnaître que pendant ce temps, beaucoup de pays africains ne sont pas exprimés. Ils n'ont pas exprimé leur désarroi. Juste après cela, le Mali a coupé tout contact avec l'Ukraine, suivi par le Burkina Faso et le Niger, qui sont en effet les seuls vrais frères en Afrique, parmi les francophones. Pendant ces temps, les autres tapaient gauche à droite, sans réellement savoir quoi dire. Et on s'est posé beaucoup de questions. Peut-être le Sénégal, je crois, on a sermonné l'ambassadeur ukrainien au Sénégal, qui se réjouissait de la mort des Maliens pendant cette attaque. On lui a dit de ne pas se réjouir. Et il y a eu même certains Sénégalais qui sont partis s'y recueillir, si pas faire du bruit devant l'ambassade ukrainienne. Je pense qu'on va être juste là, ok? On pourrait comprendre que vous, en tant que pays, quand vous êtes menacé par un pays tel que la Russie, décidiez de rétalier ou de réagir. Mais aller au point de toucher ou de prendre des vies des autres personnes qui n'ont absolument rien à voir avec l'attaque en Ukraine, c'est inacceptable. N'est-ce pas que c'est inacceptable? Dites-moi, combien de pays européens accepteraient de voir, vous, en tant qu'Africain ou étranger, venir en Europe, chercher votre ennemi, tuer votre ennemi et aussi tuer les Européens par la même occasion? Combien de pays européens laisseraient passer cette opportunité de vous remettre dans votre place en vous disant, monsieur, vous ne pouvez pas faire ce genre d'histoire, ou couper carrément le lien avec vous? Si un pays africain partait en Europe et s'attaquait à un autre Africain pendant qu'il s'attaque aux autres Africains qui sont leurs ennemis, il tue aussi les Européens. Vous pensez que les Européens resteraient calmes, comme les Africains sont restés calmes? Absolument pas. Alors, la guerre est-elle en train d'être transportée en Afrique? C'est une évidence très importante. Alors, pourquoi la Mauritanie? Je pense qu'il est important de parler de la Mauritanie. On a parlé ici de coopération diplomatique, alimentaire, coopération militaire, technologique, pour contrebalancer l'empreinte russe en Afrique. C'est ça l'objectif de l'Ukraine. Alors, la Mauritanie, pour beaucoup de personnes, est connue tel que le pays le plus raciste du monde. Ah oui. C'est pas moi qui le dis, il y a des rapports qui le disent. En Mauritanie, l'esclavage existe toujours. Ah oui, d'ailleurs, l'esclavage en Mauritanie a été aboli en 1981. L'esclavage a été officiellement aboli en 1981, à peine. Ah oui, faisant ainsi de la Mauritanie le dernier pays au monde à abolir l'esclavage. Parlons d'un pays africain. Nous savons qu'en Mauritanie, la population est diverse, mais principalement deux groupes. Il y a ceux qui sont arabes ou berbères et ceux qui sont noirs. Et généralement, les noirs sont les esclaves. Des arabes qui sont généralement directeurs, conducteurs et leaders de tout ce qu'il y a de bien. C'est-à-dire, certains rapports disent qu'en Mauritanie, les noirs y existaient depuis très longtemps. D'autres rapports disent que les Noirs en Mauritanie sont partis pendant l'esclavage des Arabes sur les Noirs. Ok, ce sont des rapports qui se contredisent, mais la réalité est qu'en Mauritanie, aujourd'hui, il y a des Noirs et des Arabes ou berbères. Et les Noirs, généralement, sont sujets à un assujettissement effréné. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'en 2007, on a criminalisé
cet esclavage, puis renforcé en 2015 avec une loi considérant l'esclavage comme un crime contre l'humanité et créant des tribunaux spéciaux. Cependant, les amis, l'application de ces lois reste faible et les condamnations sont rares. Donc, bien que l'on sache qu'il y a des personnes jusqu'à aujourd'hui qui maltraitent des Noirs, qui les traitent comme des esclaves. Et cet esclavage, ça peut être héréditaire. Hein. Si ton père était esclave, il travaillait pour un monsieur gratos. Toi, tu nais, tu grandis, on te prend toi pour travailler aussi par rapport à ça. Et comme on le dit, les rapports disent que voilà, le gouvernement ne fournit pas de grands efforts pour essayer d'abolir complètement cette histoire. C'est comme ça, on voit ça, on tolère. Okay? Il y a des ONG qui s'élèvent par rapport à ça. Par exemple, l'ONG pour la résurgence du mouvement abolitionniste dirigé par Biram Ban Abeid. C'est un militant actif qui très souvent sont emprisonnés, harcelés et interdits d'activité. C'est ça la Mauritanie. Donc la Mauritanie d'ailleurs, par-dessus le marché, en 1989 jusqu'à 1991, ils sont entrés en guerre contre le Sénégal pour une histoire de terre fertile et tout le bazar. Et pendant ce temps, la Mauritanie a renvoyé plusieurs Noirs mauritaniens au Sénégal pour aller y vivre. On les a rejetés disant qu'ils n'étaient pas mauritaniens. Et d'ailleurs, ce n'est qu'après plusieurs années que la Mauritanie reconnaîtra que ces Noirs sont mauritaniens et peuvent rentrer à la maison. Et parmi ces Noirs-là qui sont partis au Sénégal, beaucoup ont choisi de ne jamais rentrer en Mauritanie, disant qu'ils se sentaient beaucoup plus à l'aise au Sénégal qu'ils ne se sentent en Mauritanie. C'est ça l'impact même psychologique. Donc, malgré les réformes, les pressions internationales, les cas d'esclavage subsistent normalement dans les zones rurales. Alors, en récapitulation, nous avons ici l'Ukraine qui vient en Afrique, okay, en correspondance avec la Mauritanie. Une Mauritanie qui reçoit à peu près 220 millions de dollars l'année dernière seulement pour presser contre l'immigration illégale. L'immigration illégale, vous savez, c'est généralement les Africains, les Noirs. Hein. Les Européens ont payé 220 millions de dollars pour pas que les Noirs traversent. Alors, comment on fait pour décourager les Noirs de partir? On vous tabasse, on vous bat. On s'assure que vous rentrez avec un message très clair pour vos compatriotes et frères. Il faudrait que quand tu rentres, tu leur dises la vérité. Écoute, je suis parti là-bas, on m'a rossé. Regardez tout ça. Ils reçoivent 220 millions en tout cas l'année passée, c'est ce qu'ils ont reçu. Maintenant, en collaboration avec l'Ukraine, dans une coopération, ouverture d'ambassade, coopération militaire, nourriture qu'on leur donne, politique, technologie, dans l'objectif, à travers l'expérience qu'ils ont acquis contre les Russes, de contrecarrer la présence russe. En soutenant les réfugiés maliens qui sont là, d'après les Mauritaniens, et certains groupes qui disent que la plus grande partie de ces réfugiés maliens seraient séparatistes. Seraient, je dis bien, seraient séparatistes. Alors, l'objectif, c'est quoi? C'est une guerre ou pas? Il y a des pays africains ici qui, évidemment, ont ouvert leurs ambassades. On a ouvert les ambassades pour la présence ukrainienne. On parle du Ghana, Côte d'Ivoire, la RDC, Mozambique, Botswana, Rwanda, Mauritanie, Tanzanie. Alors, pouvons-nous dire que l'Ukraine est nécessairement mauvaise parce que beaucoup de Noirs ont eu des difficultés pendant ce moment de guerre? Probablement pas. Disons que c'était un moment particulier où les Ukrainiens eux-mêmes ne savaient pas quoi faire. Alors, pouvons-nous peut-être dire que l'Ukraine a changé de casaque, disant elle veut vraiment maintenant avoir une vraie amitié avec les Africains? C'est une possibilité. Pouvons-nous dire que la Russie sera pour toujours fidèle aux Africains parce que la Russie n'a jamais colonisé l'Afrique? C'est très difficile à dire parce que, écoutez, la politique, la géopolitique, la géostratégie peut changer. Le cas dans l'histoire est très évident. Regardez par exemple, les Américains étaient grands amis aux talibans ou aux moudjahidines pendant qu'ils combattaient l'URSS à l'époque. Aujourd'hui, ils sont les ennemis, les pires ennemis. Alors ce sont des choses qui viennent et qui partent. Qui a raison, qui a tort dans cette histoire? Point d'interrogation. Mais la réalité est celle-ci. L'Africain pour toujours doit d'abord regarder ses propres intérêts. Et l'Africain ne doit en aucun cas se lancer dans une guerre interne pour des intérêts externes. God bless.